Et puis, petit problème qu'on a ajouté nous-mêmes comme des grands, c'est notre culture économique, le fondamental de notre monde. Et je ne vous cache pas que depuis 4 ou 5 ans, on n'a que des mauvaises nouvelles dans les journaux, dans les médias sur la crise. On nous annonce toujours que c'est une crise nette et que demain ça va aller mieux, mais ça ne va pas mieux, ça de pire en pire, de pire en pire. Je vais vous expliquer pourquoi. Toute notre philosophie moderne est basée sur un seul concept, la croissance. La croissance résout tout. Vous avez du chômage, on va faire de la croissance. On va résorber ce chômage par la croissance. On a de l'immigration, pas de problème, on va faire de la croissance. On veut avoir des bons chiffres, on veut être réélu, on va faire de la croissance, en tout cas on va la promettre. Avec la croissance, on peut tout faire. Sauf que, si on a eu de la croissance au cours des derniers siècles, quasiment sans interruption, comment est-ce qu'on va faire de la croissance avec des ressources qui deviennent de plus en plus rares, avec du pétrole qui devient de plus en plus cher et de plus en plus rare? Comment est-ce qu'on va faire de la croissance? On est en train d'arriver dans un monde, et je pense qu'on est largement dedans, dans un monde où la croissance n'existera plus. En tout cas, la croissance économique ne reviendra jamais. On est dans une récession structurelle pour toujours. En tout cas, dans nos vies. Vous allez voir, ça va être pire que la récession. On va être dans une très grande dépression. Celle de 1929, ce sera de la gnognotte par rapport à ce qu'on va vivre. Ce qu'on a déjà commencé on a mis le pied dans cet engrenage. Et nous n'avons pas su trouver d'autres solutions que la croissance pour résoudre les problèmes. Mais en même temps, c'est compréhensible, on avait de l'énergie bon marché. Donc chaque fois qu'il y a un problème, on rajoutait de l'énergie, on faisait tourner la machine encore plus, on rajoutait des gens, il faut les nourrir, il faut les loger, on fabriquait des trucs, mais on arrive au point où c'est plus possible. D'ailleurs, on voit le début du déclin des économies occidentales dans les années 70, qu'on a boosté artificiellement par du service, alimenté par l'énergie bon marché du début des années 80, lorsque les prix du pétrole ont rebaissé et qu'on a découvert le pétrole notamment de la mer du Nord, etc. Mais nous n'avons plus rien fabriqué. Toute cette croissance a été basée sur du vent, sur du service. Or, la richesse, ce n'est pas du service. La richesse, c'est de la production. Production agricole, production industrielle, depuis la nuit des temps. Surtout agricole. Lorsque ce service ne va plus pouvoir continuer et que 80% de nos métiers sont basés sur de la tchatch, sur de l'aide les uns les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a financé ces services par de la dette. On a financé notre développement et notre consommation par de la dette, depuis à peu près les années 70. Il y a toute une série de mécanismes vachement intéressants avec la fin du standard or au début des années 70 et avec finalement une monétarisation de la dette. Et on voit que tous les pays occidentaux, et même d'autres, sont hyper endettés. Le problème de la dette, c'est qu'il y a 3 solutions. Soit vous la payez, et pour ça il faut faire de la croissance, ou de l'austérité. Sauf que l'austérité fait que l'économie se ralentit, donc les gens payent moins d'impôts, donc vous n'allez pas pouvoir payer vos dettes, etc. Ça ne fonctionne jamais l'austérité. Mais comme il n'y aura jamais de croissance, tout ce que nos gouvernants, nos politiciens peuvent dire, c'est du blabla, mais il n'y a aucune solution. L'autre solution, c'est de ne pas la payer. De dire fuck you, on ne la paye pas. C'est ce qu'a fait l'Islande. Ça marche très bien. Qu'est-ce que la dette, si ce n'est qu'une vue de l'esprit, ou à la limite un contrat? À la limite, un contrat, ça se dénonce. On se dit, bah tant pis, on ne la veut plus, on la considère illégitime, tant pis. Alors, à moins que, je veux dire, l'Angleterre, vers qui l'Islande avait une grosse dette, elle n'est pas allée envahir l'Angleterre. L'Islande, parce qu'à la limite, c'est ça qui peut se passer. Vous ne payez pas votre dette, bon, on envahit votre pays en disant, bah, maintenant, je vais te faire bosser jusqu'à ce que tu me payes. Non. Vous acceptez une dette. Aujourd'hui, vous payez la dette de votre maison, parce que si vous ne la payez pas, l'huissier vient, puis les gendarmes, et ils vous piquent votre maison. Si vous défendez avec fusil, ils viennent avec l'escadron de gendarmerie, et puis c'est bon. Donc, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de la payer, vous êtes obligé de continuer à travailler pour la payer. Ok. Mais au niveau d'un pays, pourquoi est-ce que la France ne dit pas finalement cette dette elle est légitime, va te faire foutre quoi? Ensuite, il faut voir qui paye les campagnes des politiciens qui sont élus, etc. Bon, c'est pas vous, donc forcément ils n'en ont rien à foutre de vous. On en reparlera. Aujourd'hui, la dette, elle se compte en trilliards. Alors imaginons que c'est des euros. C'est quoi un trilliard? En fait, en français, on m'a fait remarquer qu'on ne dit pas trilliard, c'est trillion en anglais. Donc 1000 milliards, en français, on dit 1 billion. Okay. Donc 1 billion d'euros. 1 billion d'euros, pour se visualiser la chose, parce que c'est des sommes tellement colossales, on en entend tous les jours, ah oui, la dette totale de la France, c'est 1,2 billion d'euros.
Donc 1200 milliards, ok, à peu près. Ou 1400, je ne sais plus, bon, on n'est pas après. Bref, si on prend des billets de 100 euros et qu'on les ajoute en pile très serrés, hein, très serrés, ça vous fait une pile de 100 km. 100 km, c'est quoi? Lyon... Lyon-Valence? Voilà, des billets de 100 euros sur toute l'autoroute. Voilà, on comprend mieux ce que ça représente. Okay, c'est beaucoup de travail. Hein. Eh bien, prenons la première économie mondiale, les États-Unis. Les États-Unis, ça c'est la dette de l'État américain. On voit qu'à partir des années 70, ça explose. Et la dette, en fait, aujourd'hui, puisqu'on est en fin 2012, elle est déjà à 16. Ils vont devoir négocier en décembre pour ajouter encore une limite à cette dette. Parce qu'en fait, ça c'est la troisième manière de résoudre une dette. Je vous en ai donné deux. Hein. Soit on la paye, soit on les envoie chier. Soit il y a une troisième personne, c'est qu'on la dilue. On la dilue par l'inflation. Donc, comme la dette des États-Unis est énorme, 16 milliards aujourd'hui, et si on rajoute les dettes des entreprises, les dettes des privés, les dettes des cartes de crédit, des ménages et des entreprises, en fait, on arrive à presque 60 billions, donc 60 000 milliards aux États-Unis. Le PNB américain, c'est quoi, 25 000 milliards. Donc on a une dette qui est déjà 2 fois le PNB américain. Mais si on rajoute les retraites, tout ce qui est hors bilan des banques, et la sécurité sociale, qui est une dette, puisque vous cotisez pour ensuite recevoir vos retraites, vos assurances, etc., en fait, on parle de plus de 250, voire 300 000 milliards de dollars. C'est irremboursable. Donc, ce qui se passe, c'est que comme cette dette devient de plus en plus grande par rapport au PNB américain, on fait tourner la planche à billets. Parce que depuis la fin du standard or, il n'y a plus de contrepartie réelle à l'argent qui est imprimé aux États-Unis, mais également en Europe. Donc, s'ils ont besoin d'argent, ils l'impriment. Et ils le prêtent en existence. Donc, ils le prêtent aux banques, ils le prêtent... donc, la Réserve fédérale émet l'argent. Et la masse monétaire, en 2010, a doublé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a doublé la masse monétaire sans ajouter 1 millième de richesse à l'économie américaine. Or, depuis l'existence des États-Unis, en 2 siècles, les États-Unis ont créé de l'infrastructure, de la richesse réelle, de la production industrielle. En 1945, c'était 50% de la production mondiale. Eh bien, voilà, on a créé la même chose en 1 an, sans aucune contrepartie. Et c'est pire, puisqu'on est passé de à peu près 1000 milliards de masse monétaire à presque 3000. Donc en fait, on a triplé en 2 ans, en 4 ans en fait, la masse monétaire américaine. Ben voilà, c'est comme ça qu'ils veulent payer leurs dettes. C'est en fait en créant de la monnaie qui va dévaluer le dollar. Donc là, par exemple, on voit le dollar depuis les années 70 par rapport au franc suisse. Il est à 80 centimes aujourd'hui, en 2012. Et si on voit le pouvoir d'achat des États-Unis, eh ben, en imprimant de l'argent de plus en plus, en tout cas, voilà, le dollar n'achète plus la même chose qu'il achetait avant. Ben, c'est l'inflation. Le résultat de ceci s'appelle l'inflation. Et on voit, par exemple, je me suis amusé à prendre un graphique des prix des biens aux États-Unis. On voit que les prix des biens aux États-Unis, jusque dans les années 70, est relativement stable. Il y a quelques guerres, évidemment. Il y a la guerre d'indépendance, il y a la guerre de 1812, la guerre de sécession, la première puis la deuxième guerre mondiale. Et puis ensuite, voilà, le prix des biens augmente parce que c'est l'effet qu'on appelle l'inflation. Et le dollar va continuer à s'effondrer, à s'inflamer. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux de plus en plus inarrêtable et qu'il n'y a pas d'autre solution, visiblement. Donc là, avec la réélection d'Obama, ils vont repartir sur la planche à billets puisque ça a été leur stratégie pendant les 4 dernières années. C'est évident, ils l'ont annoncé. Donc si vous avez des dollars, il faut vendre. Parce que la valeur du dollar va baisser. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pareil en Europe. Donc si par hasard vous avez des euros, il faut vendre. Parce qu'ils vaudront de moins en moins. Parce que la masse monétaire de la Banque Centrale Européenne continue à croître. Et là, je me suis arrêté en 2010, il faudrait que je me mette à jour jusqu'en 2012. On va vous dévaluer votre pouvoir d'achat. Et je vous garantis une chose, c'est que votre salaire, il ne va pas suivre. Jamais le salaire, il va suivre votre inflation. Donc, vous aussi, vous allez finir par couler. La zone euro, dans l'ensemble, va économiquement forcément partir. Donc déjà qu'on ne sait plus rien fabriquer à part les Allemands. En gros, on a de moins en moins d'industrie. Alors je suis un peu général, hein, excusez-moi. Il y a quand même de la manufacture en France, bien sûr. Mais dans l'ensemble, nous sommes des économies de services avec une monnaie qui valait de plus en plus mal. Je suis dans le même bateau. Hein.
les Suisses, on a mis notre monnaie sur l'euro, on va morfler comme vous. Et ça va aller de plus en plus mal. Et le résultat est connu, puisque c'est déjà arrivé des centaines de fois dans l'histoire même récente. Dans la République de Weimar, on a eu de l'hyperinflation. En Yougoslavie, on a eu de l'hyperinflation. Au Zimbabwe, pays où j'ai habité, on a eu de la super hyperinflation avec des billets pour acheter 1 kilo de farine qui était de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens. J'en ai plein comme ça à la maison, ils sont rigolos. Et ce qui est là aussi assez grave, c'est que chaque fois qu'il y a une crise monétaire et une crise économique, chaque fois, il y a des guerres. Si je prends la crise de 1770-1787, ça a donné la Révolution française et les guerres de l'Empire. Ce n'est pas l'unique raison, mais clairement, c'est intéressant par rapport à la France. Grosse crise méconnue, malheureusement méconnue en 1907, qui nous a donné 14-18. Grosse crise en 1929, qui nous a donné 39-45. En fait, en l'occurrence, c'est 31-45, puisque la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle a commencé en Chine. Et puis, les États-Unis, puissance dominante en 1945, ont trouvé la martingale. On se dit, mais au lieu d'attendre des crises pour faire des guerres, pour pouvoir continuer à booster notre puissance économique et permettre le rêve américain, pour que chacun ait sa petite maison avec... j'aime bien appeler ça l'ersatz du seigneur terrien. Parce qu'on fait croire aux gens qu'acheter une petite maison, c'est pareil pour nous. Hein. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ils ont un petit pavillon, tout ça, et ils se disent, ouais, super, le but de ma vie, c'est un petit pavillon. C'est d'avoir un petit bout de terre, avec un petit truc, un chien, un enfant et demi, le garage, la petite maison, sur un bout de terre qui, en fait, n'a aucune valeur, puisque on ne peut rien y faire, on ne peut pas produire énormément. Et on nous a mis ce rêve. Mais ce rêve, pour qu'il puisse continuer, il faut de la production industrielle. Et depuis les années 50 jusqu'aux années 80, fin des années 80, on a anticipé les guerres en les faisant. Corée, Vietnam, guerre du Golfe, bon, ressources, hein, évidemment. Koweït, il ne faut pas déconner, quoi. C'est quand même le 4e producteur de pétrole mondial. Et à qui la faute à la fin? Je vais accélérer un petit peu. À qui la faute? Eh bien, c'est facile de dire c'est la faute aux banques ou aux riches. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut dire c'est la faute aux politiciens? C'est vrai qu'ils ont de ces tronches. Ils se foutent de notre gueule, si vous saviez. Ou alors, est-ce qu'on peut aller voir sur une analyse du 19e siècle? Souvent, aujourd'hui, on a encore des gens dehors qui essayent de nous faire chier, ils sont 4, qui ont une conception, à mon avis, très... voilà, c'est 19e siècle, c'est du marxisme de base, très bonne analyse, hein, l'analyse marxiste, mais qui dit, voilà, c'est le peuple qui fait vivre les bourgeois, qui utilise l'armée, et en fait, on sont au service des religions, et en fait, il y a les puissants, les rois et la grande finance qui est encore au-dessus. Ouais, à mon avis, ça peut s'affiner avec le monde moderne, mais clairement, on a aujourd'hui une domination par les entreprises, par les médias, qui nous exploitent de plus en plus, et la dette est géniale pour eux. Parce que la dette, c'est l'esclavage. Parce que c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une créance sur du travail. Tu travailles, on te paye. Ok? Si toi, tu as de l'argent, tu peux acheter du travail de quelqu'un, sous forme de produit ou sous forme de service. Donc la dette, c'est une créance sur du travail futur. Une dette infinie et impossible à rembourser, c'est du travail infini. Ça s'appelle de l'esclavage. Pas d'autre mot. Donc voilà, vous n'avez plus besoin de faire des cours d'économie à l'université, tout est là, sur la monnaie. Donc on a clairement une collusion de puissance d'argent qui contrôle de plus en plus de puissance, et c'est humain, hein, c'est pas, moi je ne pense pas que c'est des types encagoulés dans des caves qui se mettent d'accord depuis des siècles. Il y a peut-être ça, mais moi j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, j'en connais des gens ici, qui font bosser, qui utilisent leur puissance pour le contrôle d'entreprise, pour le contrôle des médias. Il faut voir à qui appartiennent les médias en France. Ce n'est pas exactement des coopératives. Et qui financent et qui utilisent la politique pour nous entuber. Et on nous fait croire que ça s'appelle la démocratie, parce qu'on est dans le monde de Orwell, où on a changé les mots, où on nous fait croire que ce qu'on vit, c'est la démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Même en Suisse, ça devient de plus en plus difficile. Nous ne sommes pas dans la démocratie. On appelle ça démocratie, mais ça ne l'est plus.
Bref, nous sommes en fait en train d'entrer, à mon avis, dans un monde de domination de très grandes entreprises et l'État est au service des très grandes entreprises. Ça se voit de plus en plus. Et on nous prive de la moindre démocratie qui reste, du moindre pouvoir de décision, où en fait, au mieux, on élit des marionnettes qui sont de toute façon aux commandes d'autres personnes, mais qui n'ont plus aucun pouvoir. D'ailleurs, malheureusement pour vous, et en plus, étant mon voisin, étant un pays voisin du mien, ça m'emmerde de vous dire que la France n'existe plus en tant que nation depuis cette année, depuis il y a quelques semaines, où a été voté c'est quoi, le pacte. Voilà. Vous n'êtes plus une nation souveraine, c'est fini. Donc de 700, Clovis, c'est quoi 600, voilà. 2012, rest in peace. Alors peut-être que ça va revenir un jour, je vous le souhaite, j'espère. Moi, je suis un patriote de mon pays, donc j'imagine qu'ici, vous êtes aussi patriote du vôtre, oui? Ouais. Bon, bah oui. Mais un jour, il va falloir reprendre votre pays en main, parce que là, c'est plus le vôtre. Hein. Désolé de vous le dire, qui aime bien, il faut dire les choses à vos amis. Moi, je vous le dis en tant qu'ami, vous n'êtes plus dans un pays souverain. Ça s'appelle encore la France, mais c'est un gars, ou je ne sais pas comment appeler, un protectorat, une province de quelque chose d'autre. Mais c'est plus vous qui décidez votre avenir et c'est fini. Alors le changement, c'est maintenant, blablabla. C'est pas vous qui commandez. Et on peut imaginer que, je pense, de plus en plus de gens, et si vous êtes ici, c'est que probablement vous avez en tout cas l'instinct, vous vous en rendez compte de la problématique. Et il y a instinctivement, quand on voit ces manifestations qu'il y a depuis une année et demie, où ils parlent de « nous sommes les 99%», instinctivement, ils sentent que ce sont une toute petite minorité de gens qui dominent par le pouvoir de l'argent. C'est sûr. Le problème, c'est qu'ils dominent, mais les résultats sont néfastes. Et nous sommes nombreux. Donc on peut très bien imaginer, alors moi je sais que pour obéir à la loi française, moi je ne pousse pas à la révolution, je ne pousse pas aux révoltes, je ne pousse à rien du tout. Vous allez voir ce que je préconise à mon avis. Mais on peut imaginer des révolutions, on peut tout à fait imaginer que les peuples se révoltent. Moi j'ai un doute, je n'y crois pas. Parce que si demain matin on dit à la Bastille, je ne sais pas où aller d'ailleurs, à Bruxelles, à Washington, qui c'est qui commande à New York, à Wall Street. Enfin, d'ailleurs c'est difficile d'identifier où ils sont... C'est très très compliqué. D'abord, il n'y aura personne qui va y aller. Demain matin, on fait la révolution, mais qui? Avec quelle logistique? Impossible. Ça n'arrivera pas, à mon avis. Et on voit aujourd'hui que, là c'est en Grèce, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des soulèvements populaires, etc., ça brûle un peu, ça brûle quelques voitures là où ils habitent en plus, hein, ils ne vont pas brûler. Et on voit que c'est relativement vite, c'est peut-être spectaculaire pendant quelques heures, quelques jours, mais... Ça, c'est Madrid, mais voilà, ça se calme assez vite. L'autre problématique, là aussi, on en revient toujours à la même chose. Moi, je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, mais probablement, lorsque vous avez une grande puissance qui est hyper endettée, qui n'a plus de production industrielle autre que son armement et qui n'a plus de capacité autre que d'aller chercher les ressources par la force, par la violence ou par la corruption, une des tentations, c'est de mettre en branle tout un arsenal qui est encore performant aujourd'hui, mais de moins en moins. Il faut le savoir que les États-Unis ont des gros problèmes de maintenance de leurs forces armées, des gros problèmes de faire flotter encore et de fonctionner leurs bateaux, et faire voler leurs avions et de faire rouler leurs chars. Mais enfin, ça reste encore une force impressionnante qui pourrait, c'est tentant de l'utiliser pour créer de l'hégémonie. Et si vous êtes à Bagdad, 1 million de morts, hein, minimum, en Irak en 10 ans, vous avez compris votre douleur. Les gens qui font la guerre aux États-Unis, généralement, ils ne s'en sortent pas à moins de 1 ou 2 millions de morts. Vietnam, les Américains, ils ne savent pas gagner les guerres, mais ils savent tuer. Hein. Donc, ça, c'est une première problématique. Là-dedans, quel est le rôle de la France? Encore une fois, vous n'êtes plus une nation souveraine, donc qui ici a fait ou est encore dans l'armée? Voilà. Bon, je suis au regret de vous dire que vous ne vous battez pas pour la France, les mecs. Les Anglais non plus. Les Allemands non plus. C'est marrant, les Américains se plaignent que les Allemands ne sont pas assez agressifs et qu'ils ne tuent pas assez dans les guerres coloniales. C'est assez marrant. Ils ne disaient pas ça il y a 60 ans. Ouais. Et à la fin, le résultat, c'est quoi? C'est qu'en plus, non seulement de la perte humaine qui est forcément triste, je pense qu'on est fondamentalement dans un problème moral en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire « nous sommes mieux parce qu'on est le chevalier blanc qui vont aider ». Non, la manière dont nous agissons est très objectivement ignoble. Donc je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on a tous vu les photos, on a tous vu ce qui se passe. Je veux dire, c'est quoi le message qu'on donne au reste du monde?
C'est un vrai problème. Donc ensuite, quand on a des philosophes à chevelure, je sais pas, j'ai un problème avec les gens qui ont beaucoup de cheveux, désolé, mais philosophes qui ont beaucoup de cheveux n'importe comment et rien dans la tête, quand ils vont dire à tout le monde, faut faire comme nous, voilà, l'Occident. En plus, moi, je ne me reconnais pas dans cet Occident-là. Je suis désolé, moi, je me sens profondément européen. Je ne me reconnais pas dans cet Occident de merde qui va tuer des gens. Non, ce n'est pas moi. Surtout chez les autres. Moi, j'ai pas envie d'aller chez les autres foutre la merde. Je veux pas que les gens viennent chez moi, mais je veux pas aller chez les autres non plus. Je me sens pas. Voilà, c'est pas l'Occident pour moi. Et si là-dessus, on ajoute la potentielle instabilité de certains petits pays qui ont aussi leurs agendas. Clairement, là on voit ce qui se passe ces jours-ci à Gaza, c'est quand même une des situations très volatiles, très étranges. En face, il n'y a plus rien comme dans les années 90-2000. Maintenant, on commence à voir des forces armées russes qui commencent à se remoderniser de manière massive, avec énormément d'argent. Eux, ils n'ont pas de dette. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on veut leur chercher les poux. Qui commencent à se développer et qui sont alliés de plus en plus avec la nouvelle puissance montante, qui a aussi des problèmes économiques, aussi liés à la dette d'ailleurs. Mais enfin, la Chine commence à se moderniser, commence à avoir des capacités de projection. Et tout ceci risque fort de nous amener dans des situations qui, pour moi, étaient déjà un cauchemar quand j'étais gamin, mais qui sont en train de revenir. Et c'est sans parler des catastrophes naturelles qui arrivent, etc., dont les plus grandes sont évidemment les maladies, etc. Tout ça pour dire que nous sommes à la convergence. J'ai bien cassé l'ambiance, donc avant de vous pendre, écoutez la suite. Mais tout ça pour dire que je pense que nous avons une convergence de gros problèmes lourds liés à la population, liés aux ressources, liés à cette tentative d'essayer de changer la donne par la violence. C'est humain. Mais on arrive vers la fin d'un modèle. Moi, je ne parle pas de la fin du monde, mais je pense qu'on arrive à la fin d'un monde. Alors jusque-là, il me semble que j'ai plutôt des données que j'ai cherchées, qui sont fixes, qui sont étudiées, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les gens vont réagir à ces années difficiles qui sont en train d'arriver dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Je ne pense pas qu'on a beaucoup plus de temps. Ça peut se discuter, mais je pense que c'est en train d'arriver. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Plutôt. Le problème, c'est qui est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des citoyens libres, responsables, ayant conscience des choses, ayant une capacité morale forte, et étant droit et fort, moralement, mentalement? De plus en plus, nous sommes des consommateurs. De plus en plus, nous sommes liés à ce mode de vie, et c'est comme ça, on est né dedans, on s'est fait programmer comme ça. On est juste des esclaves du système. Et on est des esclaves très heureux de notre situation d'esclave, parce que nous consommons, parce qu'on fait la queue pour avoir le nouveau iPhone, parce qu'on veut être à la mode, etc., etc. Tout ça, c'est pas un hasard. C'est voulu. Le système veut nous vendre des choses. Je viens de ce monde-là. Ma formation, c'est marketing. Je sais comment vendre. Et de plus en plus, c'est une science exacte. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque je faisais mes études de marketing, donc j'ai terminé en 92, eh bien, mes études de marketing, mon mémoire de diplôme, c'était sur l'implantation de nouveaux supermarchés. Donc c'est vraiment la grosse consommation, la grosse distribution, c'est Carrefour, enfin voilà, c'est des gros trucs. Et pour ça, vous étudiez quel est le profil type du consommateur pour pouvoir savoir à qui vous allez vendre quoi et à qui vous allez vendre tel produit, etc. Pas tout le monde consomme de la même manière, il y a des différences. Et à l'époque, on avait casé l'ensemble de la population dans 24 catégories. Il y avait 24 catégories de consommateurs. Et chacune, on savait, il y a la ménagère de 30 à 40 ans, il y a le jeune, il y a l'adolescent de 9 à 25 ans, il y a parce que l'adolescent aujourd'hui, je sais pas, il va jusqu'à 45, mais voilà. Donc on avait ces 24 catégories. Aujourd'hui, j'ai regardé les mêmes personnes qui font cette analyse. Aujourd'hui, on est à 410 catégories. On a granularisé comment vous vendez des trucs à un point où même si vous êtes décroissant, et je salue mes amis décroissants qui n'ont rien compris à mon bouquin, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi.
même si vous pensez être en dehors du système, ils savent quoi vous vendre. On ne peut pas échapper à ce truc. C'est comme ça. On est dedans. Le problème, c'est qu'il faut en être conscient. Et ça, c'est pas évident. En plus, on ne veut pas en sortir. On veut être de plus en plus uniforme. Et là aussi, il y a un travail de rendre le monde entier de plus en plus simple. Parce qu'en même temps, ça les emmerde de faire ces 410 catégories. Parce que ce serait beaucoup plus simple qu'il n'y en ait qu'une. Parce qu'on voit tout le monde la même chose. Bon, alors c'est illusoire, mais ils essayent quand même de se dire on va essayer de changer cette tendance. Donc, d'où les modes, d'où la globalisation qui sert à cela. Et puis, ce que j'aime bien plaisanter, c'est que quand on voit la manière dont on est vite mis en accoutumance par rapport aux gadgets et aux choses, je veux dire, moi j'utilise beaucoup Facebook pour faire un peu de promo puis de contacter les gens, mais je vois à quel point ça devient une activité de drogue. On voit que les gamins, quand ils sont dehors, ils parlent plus entre eux, ils sont sur leur machin, quand ils sont en vacances, quand ils sortent les uns avec les autres, quand ils conduisent. Je serais curieux de voir les proportions d'accidents par rapport à l'alcool, l'excès de vitesse, et ceux qui téléphonent ou qui regardent leur truc pendant qu'ils roulent. Mais enfin, notre mode de vie, il est devenu aussi extrêmement aliénant. On va bosser, on est dans des embouteillages, ou dans des transports publics bondés, on arrive au boulot, et de plus en plus, on a un boulot avec de moins en moins de raison d'être, de moins en moins de fascination, et il n'y a plus de projet commun. Je veux dire, c'est quoi le projet commun de la France? C'est quoi le métissage? C'est le mariage homosexuel? C'est quoi le projet commun? Le truc, putain, on va aller sur la Lune, je sais pas. C'est quoi le projet? C'est consommer, acheter plus, faire de la croissance. C'est de la merde comme projet. C'est nul. Même d'un point de vue matérialiste, c'est nul. Et on déprime de plus en plus parce qu'on est dans des entreprises de plus en plus où, oulala, il faut surtout suivre les règles, pas le moindre pet de travers, de plus en plus il faut suivre. Ça vient d'Harvard. Hein. C'est eux qui ont inventé le management par le spreadsheet, par le tableur. Il faut surtout bien rentrer dans les cases, machin, et on est des hommes, quoi. Nous, les mecs, on est là pour aller chasser le mammouth, niquer les gonzesses. On n'est pas là pour rentrer dans des cases et se faire chier dans des embouteillages. Et vous, mesdames, la vie, c'est génial, c'est d'avoir un type qui vous met sur un piédestal, etc., etc. C'est pas d'être aussi, le féminisme, ça m'a donné l'opportunité de bosser à plein temps pour jamais voir mes gamins qui sont gardés par la nounou et la déséducation nationale. On est arrivé dans un monde aussi complètement débile. Et en plus, on le fait de plus en plus à crédit parce qu'on doit s'endetter, on doit avoir le statut, on doit avoir cette fameuse petite villa avec le petit jardin, machin, donc on s'endette, etc. En plus, on mange de plus en plus de la merde. On ne sait plus où naissent les poules, d'où viennent les légumes, où naissent les poulets, c'est parfaitement ignoble. De plus en plus, on a le système agricole qui est non seulement, comme je l'ai décrit à l'heure, en phase de déclin, mais en plus, de plus en plus, magouillé avec des OGM, des graines qui ne se reproduisent plus. Enfin, on se rend compte qu'on est en train de mécaniser et de privatiser le biologique. C'est un gros problème. Ils ne le font pas pour nos beaux yeux et notre plaisir. Hein. Ça aussi, c'est de l'esclavage qui est mis en place. Bref, on est de plus en plus dans une situation de sans issue. Et c'est déprimant. Et quand on voit l'état des banlieues, alors ça c'est aux États-Unis, où l'urbanisme, je discute beaucoup avec un urbaniste américain extraordinaire sur la catastrophe architecturale aux États-Unis, parce que nous sommes de plus en plus dans un urbanisme qui conditionne nos modes de vie. Bien sûr, les transports sont liés à l'urbanisme, nos modes de vie sont liés à l'urbanisme. Le prochain bouquin qu'on a écrit, c'est sur la survie en milieu urbain. Beaucoup de gens pensent être à la campagne, mais en fait ils sont en ville. Parce qu'ils sont certes dans une maison entourée d'arbres, mais leur mode de vie, il est urbain. Ils vont dans un supermarché en voiture pour acheter à bouffer, ils doivent se rendre en ville pour travailler, etc. C'est des urbains qui se trouvent habiter un peu à la campagne, mais c'est absolument pas un mode de vie de campagne. C'est absolument pas du tout. C'est pas par hasard, avec tout cela, que nous sommes les civilisations qui utilisent le plus d'antidépresseurs. Ça n'existe pas, la déprime, en Afrique subsaharienne. Mais dès que le mode de vie devient urbain occidental, génération spontanée, il y a une nouvelle maladie, c'est la déprime. Nous sommes des peuples, des cultures largement en dépression nerveuse. C'est génial pour l'industrie pharmaceutique d'ailleurs. Prozac, etc., etc. Et une des grandes causes, c'est que nous sommes lobotomisés. Nous sommes conditionnés et abrutis
enlevez votre télévision, vous allez voir, c'est fascinant là, le changement que vous allez voir dans la perception du monde. Et comme je disais tout à l'heure, les groupes de presse, ça appartient pas exactement à des sociétés de bienfaisance ou des coopératives. Je veux dire, les grands groupes de presse et de médias appartiennent à des grandes entreprises qui n'ont pas exactement la liberté, la démocratie et la liberté d'information à cœur. Ce n'est pas par hasard qu'on essaye d'interdire ce genre de message aujourd'hui. Mais maintenant que c'est sur Internet... Et on arrive à nous faire croire, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que finalement la démocratie, c'est la guerre. La démocratie, c'est la violence. Il faut tuer les peuples pour les libérer. Il faut les bombarder pour les libérer. Moi, je jure, la démocratie, c'est ça. Pour la plupart des gens dans le monde, ils haïssent. Parce qu'ils, voilà, pour eux, la démocratie, c'est l'exploitation, c'est la destruction, c'est la guerre. Et il n'y a que nous qui croyons encore à l'inverse. Mais c'est parce qu'on nous a magouillé le sens des mots, on nous l'a changé. L'autre problématique avec le monde moderne, c'est que parce que nous sommes des consommateurs, parce que nous sommes de plus en plus individualistes, techniquement, nous n'avons plus d'empathie les uns envers les autres. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Même on voit les familles autour de nous qui sont fragmentées, nous n'avons plus d'esprit de clan, nous n'avons plus d'esprit de famille. Et j'aime bien, c'est déjà dans les années 70, Crumb, un dessinateur américain, il imaginait la scène du cocktail avec un type qui est en train de souffrir, tout le monde s'en fout. J'ai trouvé ça sur Internet qui est assez rigolo. Là, il y a un type qui dit « Ouais, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Le mec, il dit « Ouais, nique la France, ouais, je la nique, machin, tout ça ». Et le type a dit la même chose « Je baiserai le Cameroun jusqu'à ce qu'il m'aime ». Et je dis « Ouais, raciste, machin, tout ça ». Tout ça pour illustrer que nous sommes aussi, alors en plus il y a une très mauvaise maîtrise de l'orthographe, mais nous sommes aussi dans une période où tous les sujets sont hyper polémistes. Tous les sujets portent à une hyper granularisation et polémisation, je ne sais pas si... et de violence verbale, et on se permet tout avec n'importe qui, on juge n'importe quoi. On est tous vraiment devenus des petits cons. Et ça va être très 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 difficile en période de crise d'avoir des projets communs en étant une masse de petits cons individualistes, sans aucune empathie les uns envers les autres, et avec des haines souvent inventées. Moi qui suis fasciné par l'histoire, je peux vous raconter que l'immense majorité de toute l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, de l'histoire européenne récente, on vous a raconté n'importe quoi. Le problème, c'est que plus personne ne nous enseigne la vraie histoire, parce que l'éducation nationale, elle est biaisée, il y a de toute façon de moins en moins d'histoire, de toute façon les jeunes, ils s'en foutent, ils veulent jouer à leur jeu électronique, aller se faire... On est dans un problème où la narration n'est plus maîtrisée. Nous ne sommes plus sûrs de ce qu'on nous raconte. Moi qui étais passionné d'histoire, depuis quelques années, je suis en train de reprendre tous les bouquins d'histoire les uns après les autres, et je suis en train de vérifier les faits qu'on m'a appris à l'école. Et j'ai des sacrées surprises sur des sujets qui m'énervent, quoi. Donc, c'est vraiment énervant. Le résultat, c'est qu'on est avec des populations qui vont se haïr de plus en plus, à mon avis. Alors, c'est vrai que des gens me disent « Oui, mais c'est pessimiste, on va y arriver, on va se prendre par la main, etc. » Peut-être. Moi, je n'ai pas ce sentiment, et peut-être que je suis pessimiste. Moi, je crois être réaliste. Mais j'ai ce sentiment que la réaction des sociétés à cette grosse crise, elle ne va pas être exactement altruiste, elle ne va pas être exactement gentille, elle ne va pas être exactement coopérative. Elle va être violente. Les gens, lorsqu'ils ont froid et faim, imaginez maintenant sans chauffage et sans bouffe dans les supermarchés, on va y venir. Ça va être violent. Ça ne va pas être gentil. Ça ne va pas être les bisounours. Ça va être dur. Je pense qu'on est à la fin d'un système. Et la bonne nouvelle, c'est que des systèmes qui finissent, on en connaît plein. On en a étudié plein. On connaît des civilisations qui sont effondrées de manière brutale et violente. On sait ce qui se passe, on connaît les mécanismes. On en a plein. L'île de Pâques, les Mayas, Rome, plus proche de nous, l'Union soviétique qui s'est effondrée. On peut imaginer un graphique qui explique que lorsqu'un système arrive à ses limites, qu'elles soient philosophiques, sociétales ou énergétiques, souvent, eh bien, il commence à entrer dans des oscillations de plus en plus perturbatrices de l'ordre, perturbatrices du mode de vie, et que l'on arrive dans des phases de crise. On est en plein dans une phase de crise. Et que dans ces phases de crise, clairement, il y a de la désorganisation,
qui donne suite ensuite à une réorganisation, mais qui peut parfois partir dans la désintégration de la société. Et il n'y a que deux sorties d'une crise. Soit on évolue vers un système de société plus complexe, plus adapté pour résoudre les problèmes et on arrive à un niveau supérieur, comme on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, de la Renaissance à l'ère industrielle, de l'ère industrielle à l'ère de l'information, ok. On a évolué à chacune de ces fameuses crises, 1770, 1907, 1929, on est passé à un niveau plus complexe, mais il est arrivé aussi qu'on se désintègre, qu'on se fragmente pour arriver à un niveau plus simple à gérer, moins complexe, et plus local forcément, et où on retrouve notre équilibre, et on arrive de nouveau à créer une civilisation, et ça redémarre. À la fin de l'Empire romain, une société extrêmement complexe, extrêmement moderne, extrêmement développée, on est retombé au niveau du Moyen-Âge, plus local, moins de routes, moins de communication, etc. Mais enfin, on a retrouvé notre équilibre. Sauf qu'entre-temps, la population de Rome, par exemple, la ville de Rome est passée de 1,5 million d'habitants à 30 000. Bon, pas tout le monde est mort, il y a eu des gens qui sont partis. Mais voilà. Parce que voilà, il n'y avait plus un empire pour permettre à une ville d'1,5 million d'habitants à l'époque de pouvoir continuer à vivre. Donc, quel va être le monde du futur? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de guerres? C'est bien possible.